Félix Noblia, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau d'Hémicycle TV. Alors vous êtes un petit peu un cas à part là, sur ce sommet parce que vous êtes à la fois agriculteur et vous avez fondé Régénération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Oui, merci. Effectivement, c'est plusieurs casquettes. La première, en fait, c'est d'avoir appris qu'est-ce que c'était l'agroécologie, l'agriculture régénératrice, presque malgré moi. Je me suis installé sur une ferme il y a une quinzaine d'années, Alors elle se situait où cette une ferme? ferme qui est au Pays Basque. Et en fait, cette ferme, elle était dans un modèle assez traditionnel. Il y avait des sols qui étaient abîmés, il y avait tout un tas de problèmes qui ont fait que j'ai dû progressivement en fait changer mes pratiques un peu avant les autres. Est-ce que vous veniez d'une famille d'agriculteurs ou vous êtes Et non, mais j'ai grandi un sur peu... la côte basque et Ouais. mon oncle était agriculteur, donc c'était à moitié. Et je me suis installé dans les conditions d'un hors cadre familial, ce qui m'a fait faire des très très gros emprunts juste pour avoir le droit de travailler. Et rembourser ces très gros emprunts m'a obligé à changer de modèle. Voilà. Et donc changer de modèle, c'est-à-dire que j'ai commencé à mieux valoriser mes produits par des circuits courts. J'ai commencé à avoir une approche sur la santé des sols, moins travailler les sols, puis faire la Est-ce conservation. que vous l'avez fait de façon intuitive ou est-ce que vous l'avez fait après vous être documenté? Non, bien évidemment, j'ai rien inventé en fait. J'ai été voir ce qui se passait ailleurs et j'ai écouté énormément de conférences, rencontré énormément d'agronomes. En fait, j'ai appris ces choses-là en écoutant et donc je les ai essayées. Parce qu'en fait, si ça marche chez quelqu'un, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas chez moi? Je suis parti de ce principe-là. Donc ça amène à prendre énormément de risques en fait, à essayer des trucs. Des fois à avoir des merveilleuses réussites et d'autres fois à avoir des échecs aussi merveilleux. Mais en fait, quand on trébuche, on apprend aussi. Alors expliquez-nous, vous étiez dans l'agriculture, dans l'élevage, qu'est-ce que vous produisiez exactement? Donc en fait, je produisais des animaux, je produisais des céréales, je produisais de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, je produisais donc du blé local où on avait créé des filières locales. Euh, et en fait, le but c'était de diversifier au maximum Les productions? les productions pour arriver à avoir une production à la fois la plus dérisquée possible par rapport aux aléas climatiques, parce qu'une année, ton blé il va être magnifique, et puis l'année d'après, ce sera ton maïs qui sera magnifique et ton blé minable. Donc si tu mises tout sur un seul truc, ben, tu peux gagner beaucoup, mais perdre aussi beaucoup. Et en agriculture, c'est bien d'avoir toujours trois productions, parce qu'il y en a toujours une qui est catastrophique, une qui est moyenne et une qui réussit. Et donc vous arrivez à vous reposer soit sur l'une, soit sur l'autre, d'une année à l'autre. Voilà, c'est ça. Et après, à partir de 2015-2016, je suis passé, après avoir fait les étapes de conservation des sols, de beaucoup de couverture végétale, tout ça, je suis passé en agriculture biologique. Et donc, beaucoup expérimenté sur les nouveaux modèles, les biostimulants, sur tout ce qu'on pouvait mettre en fait qui améliore le sol et qui améliore sa performance et qui permet de rendre des services écosystémiques plus forts. Est-ce que vous êtes passé au biologique, à l'agriculture biologique, parce que vous avez eu des aides ou parce qu'au départ c'était votre conviction? En Ou les fait, deux combinés? c'est la réalité, c'est que j'avais un système qui était très 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 productif en 2015 sur tous les plans, sur les plans des rendements, sur les plans économiques et tout ça. Sauf que j'étais tous les 15 jours avec le pulvérisateur en train de mettre des produits phytosanitaires à très très faible dose sur cette plante, sur cette plante. Et c'est un moment où je suis aussi devenu papa et un moment où j'ai deux voisins qui, avant d'arriver à l'âge de la retraite, ont déclenché des cancers. Il y en a un, il est mort en 6 mois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'en fait, ça n'a aucun lien, mais en fait, peut-être que j'ai pas sacrifié ma vie pour ça, quoi. Donc, du coup, le choix de la conversion vers l'agriculture biologique. D'ailleurs, j'ai plus d'aide et je suis encore en bio. Voilà, aujourd'hui, les aides sont gérées par les régions. La région Nouvelle-Aquitaine dit on met des aides à la conversion, on met les aides au maintien. Voilà, ils ont dit qu'il n'y en aura plus pour l'année prochaine. Pourtant, je reste en bio. Parce qu'en fait, les aides se permettent de passer de franchir ce pas, mais l'enjeu, il dépasse largement ça, en fait. Est-ce C'est que un vous enjeu arri- d'avenir, en fait. Alors, ça a été votre expérience personnelle et vous avez voulu partager cette expérience. Donc, vous avez créé une entreprise de conseil Régénération. Donc, expliquez-nous. En fait, Régénération, c'est au-delà d'une entreprise de conseil, c'est une entreprise où on vient accompagner les agriculteurs dans des démarches de progrès, où ce n'est pas nous qui faisons le conseil, nous, on vient mesurer les impacts environnementaux des agriculteurs
sur la partie carbone, sur la partie biodiversité et sur la partie ressources en eau. Sur la partie carbone, ça donne lieu à un crédit carbone sur des standards internationaux. Et donc, sur un standard international. Et donc, ce crédit carbone permet à des entreprises qui ont besoin de répondre à leurs engagements sur la loi CSRD de contribution environnementale d'acheter ces crédits. Et au lieu d'acheter du carbone qui n'existe pas à l'autre bout de la planète, ça permet de flécher de l'argent vers les agriculteurs de notre territoire. C'est-à-dire que vraiment, on a la preuve de l'impact du financement par toutes ces mesures, toutes ces remontées de données et toute cette démarche de progrès dans laquelle va s'engager l'agriculteur. Donc vous arrivez à convertir certains de vos collègues, donc de l'agriculture classique à l'agriculture biologique et agrosanitaire. C'est pas forcément biologique, mais c'est l'agriculture régénérative ou agroécologique. C'est s'engager en fait dans une démarche de progrès où on va faire attention au sol, on va faire attention à séquestrer plus de carbone, à produire plus de plantes qui vont avoir un impact environnemental plus positif. En fait. On a beaucoup vu, il y a eu le salon de l'agriculture la semaine dernière, avec beaucoup de débats autour de cette agriculture. Et notamment, on a fait ressortir une sorte de conflit entre les agriculteurs et la nécessité de transition écologique. Est-ce que ces deux données sont réconciliables? Je ne sais pas à quel point je dois faire un discours politique, mais il y a deux options en fait. Soit on règle le problème, soit on le déplace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de l'agriculture, c'est un problème de valeur. C'est de valeur du produit alimentaire, c'est la valeur de ce qui redescend à l'agriculteur. Les agriculteurs, pourquoi ils sont dans la rue? Ils ne sont pas dans la rue parce qu'ils ont des problèmes administratifs ou parce qu'ils ont des problèmes environnementaux. Les agriculteurs, ils sont dans la rue parce qu'ils ne gagnent plus d'argent de leur métier. Et donc, du coup, il y a une solution, c'est soit on prend le problème de la valeur et on le résout en mettant de la valeur, soit on dit non, on va vous faire plaisir, on va faire des simplifications environnementales, et c'est totalement faux. Ça fait plaisir à personne et ça ne résout rien. La question, c'est la question de la valeur. Donc, si l'État voulait faire quelque chose, ils n'ont qu'à faire une défiscalisation pour les entreprises qui investissent dans l'agriculture française et dans ses externalités, dans ses questions de contribution. Ils n'ont qu'à mettre de la valeur sur l'amélioration de l'impact sur la ressource en eau, sur l'amélioration de l'impact sur la biodiversité. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. Et c'est totalement le contraire de ce qui a été fait. Parce qu'en fait, la question pour donner un exemple assez caricatural, ils disent on va mettre 150 millions d'euros sur l'agriculture. Ouais, c'est trop cool, ça va faire 200 balles par agriculteur. C'est totalement insignifiant, ça ne paye même pas un trajet aller-retour Paris-Pays Basque. C'est totalement insignifiant. Et donc, du coup, au lieu de mettre la valeur, qu'est-ce qu'on fait? On dit on va désarmer l'OFB. Non, mais c'est de l'enfumage total. Voilà. Et donc, je suis obligé de faire un discours politique parce que c'est une réalité. On sait aujourd'hui comment régler le problème de l'agriculture. On mesure les bénéfices environnementaux et on met de la valeur associée. Il y a tellement de coûts cachés de l'agriculture aujourd'hui. C'est les coûts sur la santé, les coûts sur l'impact sur la ressource en eau, les coûts sur la biodiversité qui disparaît. Et donc, le seul moyen de changer ça, c'est de mettre de la valeur sur ce qui est fait de positif et de laisser les agriculteurs, et d'arrêter de les infantiliser, de laisser les agriculteurs s'engager dans des démarches de progrès. Si un agriculteur gagne mieux sa vie à avoir une exploitation agricole qui est positive sur le plan environnemental qu'une exploitation agricole qui détruit tout, ben il va s'y mettre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors tous les partis candidats aux élections européennes, à l'élection européenne, étaient présents sur ce sommet. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que, encore une fois, le débat autour de l'agriculture, il crispe beaucoup de monde. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire à tous ces gens? C'est que les enjeux autour de l'agriculture, ils sont très simples. C'est que aujourd'hui, on cherche à produire de l'alimentation le moins cher possible pour le consommateur, quel qu'en soit, entre guillemets, le coût. Et ce coût environnemental, il a un coût. On pensait qu'il était pour les générations futures. C'est ça qui est marrant. Sauf qu'en fait, on le prend dans la gueule maintenant. Mais ouais, c'est ça. En termes de climat, en termes de biodiversité, en termes de tout, on y est. On est dans le dur là. Et c'est le début du dur en fait. Et donc ce coût caché, il y a le choix. Il y a le choix. Soit on fait en sorte que le Green Deal soit fort à l'Europe, qu'on arrête de créer des accords de libre-échange. Enfin, ils viennent de signer un accord de libre-échange avec 2 pays d'Afrique en même temps que de la crise. Enfin, on se fiche totalement de nous. Voilà. Et donc, tant qu'en fait vous aurez des distorsions de concurrence aussi importantes sur la valeur du travail, que c'est le cas aujourd'hui dans la valeur des produits alimentaires, mais il n'y aura aucune chance de sauver notre agriculture, sauf si c'est en ramenant des financements d'autres secteurs. Mais est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, les Français, comme la plupart des
des peuples européens souffrent de l'inflation, ont un coût sur leur alimentation qui a augmenté de 20%, et que même s'ils voudraient acheter français, c'est souvent trop cher pour eux. Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, pour se projeter un petit peu, à quel prix sera la nourriture lorsque les agriculteurs auront disparu et que tout sera aux mains de grands groupes agroalimentaires? Enfin, c'est pas très compliqué la question. La question, c'est est-ce que c'est maintenant et on veut un tissu économique, on veut faire de l'économie keynésienne, on veut redescendre de la valeur avec de la répartition sur les territoires ruraux parce que les agriculteurs continuent à gagner leur vie et à faire fonctionner le boulanger, le maçon, tout ça, ou est-ce qu'en fait on veut concentrer? C'est pas très compliqué. Et donc aujourd'hui, de toute façon, c'est pas cette valeur de produits alimentaires. Enfin, je vais vous poser la question, est-ce que vous trouveriez normal qu'on aille dire, allez, au Kenya, bon, finalement, nos missiles hypersoniques à tête nucléaire, vous allez les produire moins cher, c'est vous qui allez nous les produire. Non, non, parce qu'on ne veut pas les produire ici, on préfère que ce soit vous qui les produisiez. C'est parfois ce qui est fait avec des transferts de technologie pour certains pays. Oui, mais on va pas aller sur ce débat pas sur des enjeux aussi stratégiques, ouais. en fait. Pas sur des enjeux, enfin, sur des rafales peut-être, mais pas sur des enjeux aussi stratégiques que des têtes nucléaires. Et donc sur l'alimentation, qui est quelque chose qui concerne tous les gens 3 fois par jour, ça pose pas de problème. Et donc peut-être qu'un jour, et je ne souhaite pas, mais en tout cas, il y aura des rééquilibrages qui vont se faire sur le prix de l'alimentation, parce que si ce n'est pas des enjeux financiers qui font ce rééquilibrage-là, ce sera le climat qui le fera. Et donc, transformer et réparer le climat sur notre territoire et investir là-dedans, ce n'est pas transformer le climat sur d'autres territoires. Il faut vraiment comprendre ça. Et notre enjeu global de population, c'est d'arriver à partager de la valeur, à produire local, et ça ne va pas forcément coûter beaucoup plus cher. Par contre, ce coût de la transition devrait être supporté par quelqu'un parce qu'aujourd'hui, c'est des coûts cachés qui font qu'on le supportera un jour ou l'autre. Et donc, ce coût de la transition, c'est soit le consommateur, on a dit qu'on ne peut pas, soit la politique publique, en ce moment, ça n'a pas l'air trop possible. Et après, il reste une dernière option, c'est des entreprises qui pourraient faire de la contribution environnementale. Alors, Félix Noblia, on l'a dit, vous êtes agriculteur, vous êtes consultant avec votre entreprise Régénération, mais vous avez aussi une autre face cachée. Pouvez-nous le dire? J'ai 2 faces cachées. Une, c'est une petite casquette d'un groupe d'experts pour la Commission européenne, pour l'aspect scientifique de la Commission européenne, donc sur l'agriculture régénératrice, la santé des sols, la mesure des bénéfices environnementaux et la création de valeur. Voilà, mais l'autre casquette peut-être à laquelle vous faites référence... Attention, écoutez bien. Hein. Non, mais c'est celle de maire d'un petit village du Pays Basque. Non, pas seulement, pas seulement. Vous êtes aussi influenceur. Ah oui, dans ce sens-là. Mais non, effectivement, je passe beaucoup de temps à partager les valeurs auxquelles je crois et à médiatiser tout ça sur les différents réseaux. Après, j'ai une communauté d'agriculteurs qui suit pas mal ce que je fais, avec notamment toutes les questions de légitimité technique et d'expérimentation. Parce qu'en fait, on est tous collectivement agriculteurs dans le même bateau et ce bateau-là, on n'a pas envie qu'il coule. Et donc voilà, on est nombreux à se battre sur ces sujets et nombreux à avoir envie de construire un futur. Bon, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Merci Félix beaucoup. Noblia. Merci d'être venu sur le plateau d'Hémicycle TV. Merci. Merci.